Merci beaucoup Didier, merci à vous tous. Je suis évidemment très honorée mais aussi très intimidée d'être chargée de cette conclusion. D'abord parce que c'est donc un texte qui devait s'écrire dans l'écoute et dans l'attention portée à vous toutes et vous tous. Et puis ensuite parce que je n'ai l'expertise d'aucun d'entre vous et que ce que je vais donc apporter, c'est à la fois une manière de faire converger des fils qui ont été abordés aujourd'hui et puis aussi peut-être d'emporter un petit peu ailleurs puisque moi je viens en gros du poème. Donc quelque chose de bien différent de ce qui vient d'être dit, mais peut-être pas tant que ça. Je vais essayer de faire écho donc à beaucoup de choses qui ont été soulevées, et puis parler du soin pris par la pensée, par la recherche, par les chercheurs et les chercheuses, et par la parole, le soin donc pris de ces vies invisibles ou de ces morts indicibles, mal perçues, mal racontées, mal représentées. Je commence par une petite lecture d'un texte d'Olivier Cadiot qui s'appelle Espéranto. Des gens traversent la mer à 50 dans un zodiaque, on va les faire parler, on va les représenter. Des acteurs rejouent les récits des survivants, quelquefois ils le font à la première personne et réussissent à transmettre une partie de la douleur. C'est souvent très proche, heureusement. Quelquefois trop profond, pas assez en surface. On s'enfonce dans l'humain comme dans une caverne, ça défigure et il n'y a plus personne. On ne les traduit pas de leur langue maternelle, on les oblige à parler la nôtre et on fait entendre respectueusement leurs erreurs. Bizarre admiration. On transcrit les bégaiements, les souffles, les rythmiques, on fait les chamans sur scène, on pousse des cris, on est échevelé au milieu des tempêtes, ou le contraire, il y a un silence de mort. On rate l'effroi réel. On oublie les immenses circonvolutions de chacun au milieu de sa douleur. Comme le dit une écrivaine autrichienne très récemment, plus rien chez nous, dit un suppliant qui demande hospitalité, plus rien chez nous ne fait objet de connaissance. Alors j'ai beaucoup admiré la colère critique et calme, la colère patiente, si courtoise mais si ardente qui a animé, et c'était très audible, le travail de tous les chercheurs et chercheuses que l'on a entendus aujourd'hui, leur désir de comprendre, de faire savoir, par conséquent de lutter contre notre anesthésie collective qui doit toujours être un peu ressoulevée, bref, de faire connaissance. Alors faire connaissance, c'est d'abord construire du savoir, rassembler des connaissances, ne pas tout de suite en appeler aux affects ni même aux témoignages, mais compter, décompter, mesurer, nommer, lutter contre les méconnaissances, lutter contre les descriptions hâtives, même les plus vertueuses, lutter contre les disqualifications et en particulier les préjugés, préjugés sur les réfugiés, préjugés sur les pauvres, préjugés sur les détenus. Et je pense à tout le travail de mort d'un voyageur pour produire, à côté de la vérité judiciaire, une vérité ethnographique qui ne la remplace pas mais qui la fait vaciller, ou à tout le travail statistique qui permet de comprendre les maladies comme des révélateurs, et des révélateurs très crus, des inégalités sociales et des racismes. Et pour tout cela, il faut envoyer toute la troupe, celle des anthropologues, des sociologues, des historiennes, des juristes. Deuxième petit passage de Cadiot. Il faut au moins des mots triples, 3 adjectifs pour chaque mot, rajoutez des adverbes, ouvrez des incises, ne faites pas des poèmes sur eux, ni minimalistes, ni répétitifs, ne dites pas « je » à leur place. Traverser la mer avec un enfant dans les bras, ce n'est pas une performance. Arrêtez l'art, parlez chiffres, faites des plans de frontières, des cartes de l'argent qui transite, des pourcentages de haine, des plans de village, déchiffrez des codex. Enregistrez ces naufragés dans leur langue et traduisez. Ne les faites pas bégayer dans la vôtre. Traduisez, interprétez, comme une parole aussi pleine de sous-entendus et de surentendus que la vôtre. Envoyez des exégètes en mission sur les phrases d'aujourd'hui. Envoyez des exégètes en mission sur les phrases d'aujourd'hui. Décelez le plus haut point de complexité de chacun.
le plus haut point de complexité de chaque vie, placer des micros pour entendre derrière les murs, envoyer la troupe, celle des philosophes, traducteurs, médecins, anthropologues, économistes, historiens, archivistes et personnes sans profession au chevet de ces paroles. Et je songe à une remarque de Patrick Boucheron dans ce même lieu il y a quelques années qui précisait que la seule révolution possible en sciences sociales, elle repose sur la description, pour l'effort pour décrire et redécrire sans relâche. Donc faire connaissance, c'est d'abord ça, construire du savoir, rassembler des connaissances. Mais faire connaissance, c'est aussi faire savoir, faire connaître des états de réalité, les faire reconnaître, amener les choses à comparaître sous le regard collectif et à y rester, aider à les transformer en problèmes publics, obliger à tenir sous les yeux ce qui n'est ni invisible ni ignoré, mais qui est rendu invisible, faire savoir le pire, les morts indicibles, les abandons, les culpabilités industrielles, les aveuglements collectifs. Et j'ai admiré la manière dont Didier Fassin, pendant son cours, a fait lever toutes sortes de réalités, de chiffres autour du saturnisme infantile, faisant en quelque sorte gonfler dans la conscience de chacun la consistance du problème, et a exposé aussi la difficulté qu'il y a à transformer un désastre humain en véritable crise sanitaire, morale, politique, à le faire éprouver comme intolérable. Faire savoir le pire, donc, et puis faire savoir le meilleur aussi, l'abondance des actes d'hospitalité privée, par exemple, qui se déploient malgré leur criminalisation tout autour du territoire, les gestes de ces solidaires dont a parlé Anne-Claire Desfossés, faire que ça se sache, qu'il se sache qu'on pourrait faire ça, qu'il se sache qu'on peut accueillir comme ça, et on le peut parce qu'on le fait, le faire savoir, se mettre à l'école de ces situations que l'on dit dispersées, mais qui ne sont pas si dispersées, qui font chaîne, qui font sens, qui font comme une sorte de ronde de gestes humains. Et puis faire connaissance, c'est enfin, et comme le font de concert les solidaires, ceux que vous avez appelés comme ça, et les chercheurs, se rapprocher, faire connaissance, prendre le temps, aborder concrètement à des vies réelles, toucher peut-être, apprendre des noms, noms de personnes, noms de pays, individualiser les histoires, les parcours, les destinées, et tenter alors de parler mieux de toutes ces vies mal qualifiées, de réfugiés qu'on ne confondrait pas avec des spectres et qu'on ne saisirait pas seulement par leur distance incommensurable à la plupart de nos vies, mais auxquels on se rapporterait aussi par leurs gestes et leurs rêves et leurs espérances et leur héroïsme aussi. Et c'est apparu dans les récits de Karolina Kobylinski, qui a aussi parlé de ce que ça impliquerait, et c'était très frappant, de rapprocher ces jeunes de nos jeunes, des jeunes. Il s'agit toujours d'un mouvement de considération. J'étais heureuse d'entendre ce mot revenir avec insistance dans vos paroles, de considération, c'est-à-dire d'observation, d'attention, de prévenance, d'égard, et par conséquent de réouverture d'un rapport, d'une proximité, d'une possibilité. Parce que se laisser sidérer ne suffit pas, se laisser sidérer comme il faut le faire par tout ce qui est en effet et sans trêve sidérant, c'est souvent aussi rester médusé, pétrifié, enclos dans une émotion qu'il n'est pas facile de transformer en raison d'agir, terré dans une stupéfaction où s'épuise en quelque sorte la réserve de liens, de partage, de gestes que pourrait nourrir la connaissance que nous avons de ces situations, mais qui reste une souffrance à distance. Alors ce n'est pas rien, comme l'a montré Luc Boltanski, la souffrance à distance, mais quelque chose en elle enclos ceux qui arrivent là, là où ils sont déjà confinés, et nous y courons le risque de rester nous-mêmes au bord de notre présent, de ses multiplicités, de ce qui nous y requiert. Considérer, ce serait au contraire aller y voir, tenir compte des vies effectives de ces vivants, tenir compte de leurs pratiques, de leur quotidien, et par conséquent d'éclore ce que la sidération enclôt, non pas désigner et étiqueter des victimes, mais d'écrire tout ce que chacun met en œuvre pour faire avec un moment de vulnérabilité accrue ou une situation de précarité
total. Je reprends les mots de Michel Nepels. Quelque chose qui ne dirait pas, en reconnaissant celui à qui elle a affaire, « te voilà donc, victime de toujours », mais quelque chose qui dirait « et toi, comment vis-tu, comment fais-tu, comment t'y prends-tu pour vivre là, vivre cela, cette violence et ton chagrin, cette espérance, tes gestes, comment te débats-tu avec la vie ?» puisque bien sûr nous nous y débattons tous aussi. Et considérer, en effet, c'est regarder attentivement, faire attention, ménager avant d'agir et pour agir. C'est un mot de la perception et de la justice. C'est un mot de l'attention et du droit qui désigne cette disposition où se conjugue le regard, l'examen par les yeux ou la pensée, et l'égard, le scrupule, l'accueil sérieux de ce que l'on doit faire effort pour garder sous les yeux, parce que ce n'est pas facile de garder ces réalités sous les yeux. Devant des événements aussi violents que ce qu'on appelle la crise des migrants, et qui est plutôt une crise de l'accueil, il est plus commun, plus immédiat, de se laisser sidérer que de considérer. Le sujet de la sidération voit l'extraordinaire des campements, le retrouve, il se nourrit d'images où il reconnaît la boue, la relégation, la misère, la souffrance auxquelles il s'attend, et dans cette reconnaissance est sa vertu, sa compassion. Le sujet de la considération, lui, essaie de regarder des situations, de voir des vies, de travailler à se rapporter autrement à ceux auxquels il fait ainsi attention et par les vies desquels il devrait aussi pouvoir être surpris. Parce que si toute vie mérite considération, en effet, ce n'est pas exactement parce qu'elle est unique, même si évidemment toute vie est unique, c'est parce qu'elle est égale et devrait être tenue pour telle. Pourtant, et c'est tout l'objet, je crois, de cet effort continu que vous portez, cette conviction d'une égalité radicale des vies ne trouve dans la société actuelle presque aucune incarnation durable et avant toute chose presque aucun espace où se déployer, aucun espace où vivre en fait, l'égalité réelle des conditions. Notre Parlement, vous le disiez tout à l'heure, est par exemple sans représentation ouvrière, sans représentation populaire, en tout cas de poids. Certaines vies ne semblent pas compter, et ces vies qui ne semblent pas compter, ces vies laissées pour compte, on ne les compte pas quand elles se perdent, puisqu'on ne monnaie pas la mort de la même façon, qu'on ne les pleure pas publiquement et collectivement. Vous l'avez montré, Didier. Tout se passe comme si nous concevions certaines vies comme des vies qui ne seraient pas au fond tout à fait vivantes, comme déjà un peu mortes. Mais reconnaître une vie comme digne d'être pleurée, ce serait l'avoir d'abord tenue pour pleinement vivante et pleinement vécue, même si elle est invivable. Ce n'est pas une vie, dit-on. Ce serait peut-être la formule autour de laquelle tourne cet espace dans lequel on se meut sans cesse du fossé et pourtant de l'articulation qu'il y a entre vie biologique et vie sociale. Ce n'est pas une vie, dit-on, devant une vie invivable, une vie de souffrance. Et c'est vrai, ce n'est pas une vie. Et pourtant, c'en est toujours une, celle où celui dont c'est la vie n'en a pas d'autre, n'en a pas de rechange, en tout cas pas maintenant. Et justement, pour affirmer qu'elle n'est pas vivable, c'est-à-dire pour accuser les conditions qui lui sont faites, il faut reconnaître qu'elle est absolument vécue, jour après jour, en première personne. C'est toujours de vie qu'il faut prendre la mesure. Il n'y a pas de vie nue, pas de vie sans qualité, il n'y a que des vies dénudées, précarisées, disqualifiées, dénudées par quelque fait de violence, disqualifiées par quelque absence de considération, c'est-à-dire avant tout de droits effectivement exercés. Cette conviction d'une égalité des vies, elle porte en fait une charge assez explosive et c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup impressionnée chez vous, c'est le calme avec lequel vous faites exister plus publiquement des déclarations, des analyses qui ont une charge explosive. Parce que si elle était partagée, si elle était réellement éprouvée et tenue pour l'essentiel, ce serait une conviction vertigineuse pour notre ordre social, pour notre société de limbe, de domination enquistée, dont le plus grand scandale
est justement qu'elle s'accommode à ce point des inégalisations les plus vives, qu'elle place tant de personnes, toujours les mêmes, dans la situation d'attendre qu'on leur fasse vraiment de la place, parce que bien entendu, cette conviction radicale de l'égalité en fait lever une autre, l'évidence d'une très inégale, très volontaire et très coupable répartition des précarités, ou plutôt des précarisations. Et le travail que vous avez fait dans la leçon inaugurale, Didier, pour donner un sens plus riche, plus vaste et plus grave à l'expression espérance de vie était très, très fort de ce point de vue. L'espérance de vie, c'est la longévité qui, par exemple, laisse croire qu'il y ait un privilège des femmes à l'égard de cette longue vie. Mais l'espérance de vie, disiez-vous, en faisant tourner ces mots-là, c'est aussi ce qu'il serait légitime et possible d'espérer d'une vie. Ce serait la vie sociale comme territoire d'espérance. Ce principe d'égalité, il faut donc l'entendre politiquement et non pas ontologiquement. Ce n'est pas à l'égard de la vie comme donnée abstraite que nous avons une responsabilité, mais à l'égard des conditions faites à la vie et de ce que serait une vie qui vaut la peine, qu'on l'aime et qu'on y tienne. Le droit égal à la vie, en ce sens, c'est le droit égal à une vie de qualité, à une vie respirable. Et je voudrais finir en tirant quelques fils tout à fait inaboutis et un peu associatifs, mais parce que ça m'anime, autour de ces espoirs de respiration. Parce qu'une atmosphère assez irrespirable est en train de devenir notre milieu ordinaire, quotidien, écologiquement, psychiquement, socialement. Il faudrait pouvoir faire beaucoup de choses pour lui opposer du souffle et une respiration commune. Cette période de pandémie, alors je ne sais pas s'il faut le dire au présent ou au passé composé déjà, nous a étouffés, nous a pompé l'air, comme le disent les gens de ma génération déjà pas très jeune. Elle nous a pompé l'air à tous égards, on a manqué d'oxygène. On a manqué d'oxygène parce qu'on a manqué de monde, de liens, de liberté, de la liberté d'exercer la vie qui compte, la vie aimable, la vie respirable décidément. Achille Mbembe en a parlé dans un petit texte qu'il a publié dans AOC. Et au mois de mai 2020, vous le savez, George Floyd mourait asphyxié après avoir suffoqué pendant plus de 8 minutes sous le genou d'un policier en répétant « I can't breathe ». Et ces mots de George Floyd, on les avait déjà entendus de la bouche de Cédric Chouviat en France. Lui aussi avait dit à plusieurs reprises, cette fois, je crois, « j'étouffe, j'étouffe ». Et ces phrases sont devenues des symboles de la lutte contre les violences policières. Et puis évidemment, ça résonnait particulièrement dans les périodes où l'on entendait surtout parler des insuffisances respiratoires graves de certains malades du Covid, où l'on manquait de respirateurs dans les services d'urgence, et où le port du masque devenait la norme pour tout le monde, un peu partout. On a tous besoin de respirer, et certains se voient d'évidence, beaucoup plus que d'autres, refuser cet accès à une vie respirable. Ça s'est manifesté, vous le disiez, de façon très crue pendant le premier confinement. Alors c'est bien différent, mais je le rappelais à l'une d'entre vous tout à l'heure. Moi, j'ai vu mon père, qui est boulanger, commencer chacune de ses journées de travail par une longue crise de toux et finir par toujours porter un masque, exactement comme celui-là. Et on peut d'ailleurs être frappé par l'importance des pathologies respiratoires parmi les maladies professionnelles dont vous avez parlé au tout début, et à ce qu'elles disent de toute relation de domination, de l'air qui vient à manquer dans tout espace où s'exerce une domination. On l'a entendu dans les propos impressionnants de Judith Reinhorn et Pascal-Marie Chalard sur la mort lente au travail, à l'ère industrielle, résultat d'une atmosphère toujours très impure, étouffante, pauvre en oxygène et raréfiée. Les mineurs aux bronches lentement silicosées se reconnaîtraient peut-être dans le poème écrit par un poète flamand, Paul Snoek, en 1976, à destination des petits patients asthmatiques du CE Preventorium de Haan, en Belgique, qui protègent leurs poumons fragiles comme un couple de colombes et les prennent amicalement dans leurs petites mains. Je vous lis ce poème juste pour que je sois là pour une raison, pour parler poésie.
Tant qu'il y a de l'air dans cette vie, je veux rire gaiement dans mes poumons et avec force longeant mes bons muscles, caresser ma gorge de doux oxygène. À grande gorgée, boire de la joie, aux sources du souffle à cœur ouvert, ce qui est doux dans la poitrine et désaltérant pour la soif, est délicieux comme une faim apaisée. Mes poumons sont mes meilleurs amis, je les aime, je les porte dans mes mains, fragiles comme un couple de colombes. Je les tiens tendrement comme de la neige et purs dans l'abondance de guérison de cette vie. Je les protège comme une mère et un père. Et vous savez peut-être, vous qui avez travaillé sur la souffrance au travail, vous le savez, mais vous savez peut-être que souvent, aujourd'hui encore, les mineurs du Nord, en France, en Belgique, élèvent des pigeons, un couple de colombes, dans une cabane au fond de leur jardin. Leurs gestes sont précis, émouvants, et la clarté des symboles est presque excessive. Ici, elle serre le cœur entre une vie irrespirable au travail et le désir d'une respiration. C'est une allégorie cruelle à force de lisibilité. Au lieu de courber l'échine, cet ancien mineur lève la tête. Au lieu d'étouffer dans le noir, il respire et se respire dans le blanc. Et on pense aux photos de mineurs noircis devant la porcelaine blanche d'une tasse ou d'un bol de lait. Au lieu de gestes de forçat, il s'absorbe dans des précautions délicates et infimes. Au lieu d'être encagé, et la cage, c'était l'ascenseur assourdissant de la mine, au fond de laquelle trimaient également des chevaux aveugles. Au lieu d'être encagé, donc il encage, mais s'il encage, il libère aussi, il s'attache une liberté, il se cramponne à un envol. On peut le dire autrement, les gestes, pour une fois, sont tendres, ils féminisent ces hommes de labeur. Je dis qu'ils les féminisent pas pour dire qu'ils les affaiblissent, mais pour dire qu'ils les vengent. Les mineurs que l'on voit faire avec tant de soin ne se vengent peut-être pas, mais vengent leur vie et celle des autres, réparent une offense et le font à force de soin en s'appliquant à toute autre chose qui les requiert et les fait respirer tout autrement. Et c'est aussi dans le nord minier que sont apparus les jardins ouvriers, cet autre espace de réinvention d'une vie respirable, grâce à l'abbé Jules Auguste Lemire, fils de paysan, prêtre démocrate et figure du nord industriel. Jules Auguste était convaincu que le devoir du gouvernement, le devoir des pouvoirs publics, était d'assurer à toute famille de travailleurs la possession d'un lopin de terre cultivable, et c'est avec cette conviction qu'il a fondé le mouvement des jardins ouvriers en 1896, les jardins ouvriers où l'on reprend haleine, où l'on trouve du repos, des lieux de répit, de calme, des promesses de dimanche, l'affirmation de ce qui peut venir de liberté, de santé et donc de bonheur, dans le soin volé aux formes et au temps du travail, pris à un morceau de terre que l'on nourrit, que l'on connaît, que l'on fréquente, que l'on aime et qui vous rebranche d'un coup à tout le paysage alentour. Alors on a tous besoin de respirer, je l'ai entendu, disons, cette réclamation d'une vie qui vaille le coup, dans tous les exposés qui ont été faits. Et je crois donc que toutes les interventions de cette journée, elles invitaient à dire clairement et avec colère, dès qu'il le fallait, ce qu'il faut protéger pour préserver un vrai amour de la vie. Voilà.